Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. En rubrique des informations, on va aller rapidement. Il y a la famille Madjouba qui est frappée encore par un deuil. Il y a le fils du colonel assassiné, Madjouba, et du colonel assassiné il y a 5 ans. Et Madjouba et son fils d'une vingtaine d'années, qui est étudiant en architecture, qui est décédé ce jeudi à Lomé d'une courte maladie, je pense, et qui sera enterré la semaine prochaine. Et le sort s'acharne un peu sur cette famille-là. C'est un jeune qui a une vingtaine d'années et qui est étudiant en architecture. Donc, il est décédé ce jeudi à Lomé. C'est le fils du colonel assassiné, Toussaint Madjouba, et l'enfant se nomme Georges Madjouba. Mes condoléances à la famille Madjouba. Nous sommes le 5 octobre aujourd'hui. Cela fait 35 ans que la vaillante jeunesse togolaise s'est soulevée contre la dictature de Gnassingbé. Et ça fait 35 ans que nous sommes dans ce labyrinthe-là, en train de chercher une porte de sortie, en train de chercher une lueur d'espoir, et que nous traînons, nous pataugeons. C'est l'occasion de saluer tous nos devanciers, tous ceux qui se sont sacrifiés dans cette lutte-là depuis le 5 octobre. Il y a Logo de Soui, Tino Agbelenko, Djoli Teko, Eloi Koussao. Ils sont tellement nombreux que je n'ai pas tous les noms en tête. C'est le moment de saluer leur détermination, leur engagement, leur bravoure. Nous sommes la génération qui a suivi, nous marchons dans les pas qu'ils ont tracés et nous espérons qu'on va y arriver. Et on va y arriver, mais avec beaucoup de détermination, beaucoup de patience et d'intelligence aussi. Et donc, à la veille de ce 5 octobre, il y a eu pas mal d'activités comme un rassemblement des Togolais à Berlin, en Allemagne, et puis cette réunion de M66 à Minneapolis. Et voilà les activités qui ont marqué la journée du 5 octobre hier. Et je voulais profiter pour interpeller certains de la classe politique à Lomé qui, depuis quelques jours, sont en train de chercher des voies et moyens pour, je ne sais pas pourquoi faire exactement, mais des gens qui approchent leurs collègues de la classe politique pour leur dire ouais, par rapport à la situation politique, il faut proposer une solution de sortie de crise. Je ne sais pas s'il y a véritablement une crise dans le pays, puisque le régime ne reconnaît pas qu'il y a une crise dans le pays. Tout va bien au Togo, selon ce qu'on a entendu récemment. Donc, je voudrais demander à nos aînés, nos grands frères, qui sont dans cette lutte depuis 35 ans, de faire au moins une fois en passant preuve de lucidité. Et je voudrais demander à des hommes politiques comme Antoine Foli de faire preuve de lucidité par rapport à ce qu'ils sont en train d'engager là. Ce n'est pas à eux de chercher une solution de sortie de crise. C'est à Faure Gnassingbé de s'exprimer, de dire aux Togolais ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Depuis 4 mois, il n'a pas fait un discours sur la situation dans le pays. Il ne s'exprime pas, il ne dit rien. Et comme pour dire que pour lui, tout va bien. Donc, c'est pas vous, les opposants, en tout cas certains, comme Antoine Foli et ceux qui sont en train de faire ces contacts-là, d'aller chercher des solutions de sortie de crise. Celui qui gère le pays aujourd'hui, s'il pense que le pays est en crise, c'est à lui de proposer des solutions de crise. Déjà, on a fait 25 ou 29 dialogues qui n'ont absolument rien donné. Et la seule exigence aujourd'hui du peuple togolais et de sa jeunesse, c'est que fort, après 20 ans de pouvoir, qu'il s'en aille. Donc, nous avons les yeux sur vous. En tout cas, certains hommes de la classe politique, on a les yeux sur vous.
vos petites manigances-là, si vous ne le faites pas attention, on va vous dénoncer sérieusement. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ceux qui sont à Lomé et qui pensent que, bon, il faut encore passer par des voies détournées pour aller faire des dialogues, je ne sais pas quoi. Autre information, hier, il y a la police qui s'est présentée chez Amron, hier, je pense bien hier samedi, ouais, à 6 heures, pour lui demander de débloquer ses téléphones. Donc, de débloquer ses téléphones. Depuis qu'ils l'ont arrêté, ils ont gardé les téléphones à la DPJ et visiblement, ils n'ont pas pu les débloquer. Donc, ils sont allés chez lui pour lui demander de débloquer ces deux téléphones, ce qui a été fait. Et donc, les téléphones de Amron sont dans la main de la DCPJ. Et ces téléphones ont été débloqués. Amron lui-même, il a donné les codes, ils ont débloqué les téléphones. Et donc, si vous êtes des gens qui aviez des contacts avec Amron à travers ces numéros, c'est pas la peine de lui écrire. Ou si quelqu'un vous écrit à partir des numéros de Amron, sachez que c'est pas lui. Il n'a pas les téléphones avec lui. Les téléphones sont dans les mains de la DCPJ et probablement ils pourront les manipuler et piéger certaines personnes. Donc, si vous avez l'habitude d'appeler Amron ou bien vous étiez en contact avec Amron ou vous échangez avec lui sur WhatsApp, je ne sais pas sur quel logiciel ou quelle application, si vous recevez un message, ce n'est pas de lui. Donc, c'est un message de prévention pour ceux qui étaient en contact avec notre frère Amron. Alors, du côté de Madame Nyakade, je vous ai dit la dernière fois où est-ce qu'elle est gardée. Et là aussi, le commissaire principal de la DCPJ a été un peu sonné par ses patrons parce que il s'estime qu'il n'a pas mené cette enquête avec beaucoup de dextérité. Et comme je vous le disais, il n'y a pratiquement rien dans ce dossier-là. S'il y avait quelque chose, le procureur, on parlera de lui tout à l'heure, ne viendra pas nous dire elle a détruit en pleine garde à vue une des preuves. La garde à vue, telle que on l'a définie, c'est de priver le mis en cause de toute manipulation d'objets qui pourraient compromettre l'enquête. Donc, là, aujourd'hui, ils ont totalement un dossier vide. Donc, ce commissaire-là de la DPJ a été un peu secoué par ses patrons. On lui a remonté les bretelles pour n'avoir pas mené avec professionnalisme et dextérité cette enquête-là. Vous voyez, quand on veut noyer le poisson et quand on choisit les gens pour faire ce sale boulot-là, parfois on tombe sur des gens qui n'ont pas suffisamment d'expérience dans le faux et finalement le dossier manque totalement, présente des failles énormes et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ils n'ont pratiquement rien contre cette dame-là, à part peut-être ses discours, bien ses sorties, ces tribunes qu'ils veulent exploiter, peut-être contre elle. À part ça, ils n'ont rien de sérieux contre cette dame-là. Alors, je vais vous passer... alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens disaient que le CHU Campus est en pleine rénovation. Et que c'est une prouesse du gouvernement, machin. En fait, le CHU de Kara et le CHU Campus de Lomé étaient prévus pour être rénovés depuis fin 2000, en tout cas 2023, sur le financement de la France. En fait, c'est l'État français qui a accordé, je pense, un prêt ou un don de 103 millions d'euros, environ 70 milliards à l'État togolais. Il y a 2 banques françaises qui ont été sollicitées pour financer la rénovation de ces hôpitaux-là. Il y a la Banque publique d'investissement de France, BPI, et il y a Natisys. Natisys, c'est une filiale de la BEPC en France. Ce sont ces 2 banques-là qui ont mis cet argent à la disposition du gouvernement togolais, et la convention avait été signée en mars 2023 par Madame Chrysoula Zakarapoulou et Monsieur Mejiawa, et c'est une société française
qui a eu le marché pour la rénovation de ces deux hôpitaux-là. La société s'appelle Ellipse Project, dirigée par M. Stéphane Terranova, pour rénover ces deux hôpitaux. L'objectif est de relever le plateau technique, d'augmenter les capacités d'accueil et de régler les problèmes de conduite d'eau et d'électricité. Donc, c'est une rénovation financée par la France, je pense, sur la base d'un prêt. Donc, vous pouvez retrouver ce projet-là en ligne. Alors, il m'a été rapporté que depuis que nous avons commencé par dénoncer l'état des hôpitaux, qu'il y a des vidéos qui circulent, au CHU Sylvane Solimpio, ils sont en train d'installer les caméras partout pour voir qui sont ceux qui filment, ceux qui font les vidéos de l'état de délabrement des infrastructures dans les hôpitaux. Ils ont commencé par mettre des caméras un peu partout. La question de savoir si c'est la pose des caméras qui est la priorité aujourd'hui ou bien si c'est la rénovation de ces endroits délabrés. Vous mettez des caméras dans un hôpital où les murs sont crasseux, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de siège, il n'y a rien. Mais l'argent que vous débloquez pour poser les caméras un peu partout à l'intérieur de l'hôpital, cet argent peut servir à acheter de nouveaux lits, à équiper la maternité, à équiper la pédiatrie, à équiper la salle d'accouchement, à rénover le matériel qui est défaillant. Et donc, vous voyez, au lieu de régler le problème, pour eux, c'est important de savoir qui vient faire des vidéos. Et donc, ils débloquent quelques millions pour poser des caméras, alors que ces quelques millions-là auraient pu servir à rénover et à équiper des structures qui sont en manque de matériel. Je vais vous montrer tout à l'heure la salle de radiologie du CHU Sylvane Solimpio. Tout ça, c'est des méthodes aléatoires parce que celui qui veut vraiment venir filmer le CHU, il y a ce qu'on appelle le caméra cachée. Il y a ce qu'on appelle les caméras cachées que tout le monde utilise. Les journalistes en priorité et les caméras cachées, il y en a de partout. Un pic, une montre, des verres, un bouton, c'est des caméras. Donc, nous sommes dans un monde assez avancé. Donc, vos conneries que vous êtes en train de faire pour cacher les saletés que vous avez dans les hôpitaux, que vous gardez dans les hôpitaux, ça ne va pas prospérer. Les millions que vous débloquez pour poser des caméras dans les hôpitaux, pour cacher, pour empêcher les gens de venir faire des vidéos, ces millions-là, vous pouvez les utiliser pour acheter une ambulance, pour équiper une salle opératoire, pour faire ci ou pour faire ça. On va voir l'état de la salle de radiologie du CHU Sylvane Solimpio. Vous allez voir dans quel état cette salle se trouve et vous allez voir que le matériel est totalement rouillé. Si la technique peut nous balancer la vidéo de l'état de radiologie du CHU. Voilà la salle de radiologie du CHU Sylvane Solimpio. À vue d'œil, ça va, il n'y a pas trop de saleté, mais vous allez voir que le matériel est rouillé. Le matériel qui sert à faire les examens est totalement... Vous voyez, ce matériel, c'est tellement rouillé. Vous voyez comment il est rouillé. Voilà. Monsieur le DG du CHU Tocoin, Sylvane Solimpio, les millions que vous débloquez pour acheter les caméras, vous pouvez arranger ça, donner un coup de nouveauté à cette table de radiologie. Vous voyez comment c'est tellement rouillé. Quand on met quelqu'un là-bas, la personne va choper même la maladie. Voilà des choses que vous devez faire. Ce n'est pas des caméras que vous allez utiliser pour regarder qui a filmé quoi, tout ça. Voilà les choses que vous devez arranger. Malheureusement, bon, on ne vous voit pas là où vous devez être. Vous n'avez pas le sens des priorités. Vous avez juste le sens des faits divers. Merci beaucoup à la technique pour les images. On va voir aussi une autre image, l'accessibilité en électricité dans les quartiers de Lomé. On nous a dit au discours des Nations Unies que le taux d'accessibilité pour l'électrification, je ne sais plus combien, on va voir comment les gens branchent le courant dans certains quartiers périphériques de Lomé, ensemble avec vous. Et vous allez voir vraiment si
cette façon de brancher l'électricité. Voilà, nous sommes ici dans la zone de Aveta, après Djagbel, je pense, à Veta. Voilà comment les gens branchent le courant. Hein. Nous sommes à Lomé, hein. À Veta, c'est la banlieue de Lomé. C'est Djagbel, tout ça. Vous voyez comment les gens branchent l'électricité. Un peu partout, c'est comme ça, hein. À Pesito, à Kato, un peu vers Zanguera, tout ça. Voilà comment les gens branchent. Hein. Comment Alors que nous avons une compagnie, hein, énergie électrique qu'on appelle la CET, voilà comment on branche l'accessibilité à l'électricité au Togo. Il semble que c'est à 70%, bien, c'est combien là. Voilà comment les fils électriques sont déployés au Togo. Hein. Nous ne sommes pas loin de la capitale. On est à on est à quoi, 10 km de Lomé, à Veta, moins que ça d'ailleurs. Et voilà comment on branche, hein, les courants dans l'électricité dans notre pays. Tout ça, c'est des sources d'insécurité, de danger public. Ces fils peuvent tomber à tout moment, faire du mal, et l'électricité des élèves, des enfants dans les quartiers. Et cela ne semble pas véritablement préoccuper la CET. Et dire qu'ici, la CET passe pour relever les compteurs et payer et déposer des factures. Vous voyez, un peu partout, c'est comme ça. Hein? Dans les quartiers périphériques de Lomé, c'est de cette façon-là que l'électricité est déployée autour de notre capitale, dans les banlieues. Et c'est ça qu'on met dans le décompte aux Nations Unies en disant que 70% des Togolais ou 75% ont le branchement du courant électrique. Et ça, c'est à Lomé pratiquement. Et voilà dans quel état les quartiers sont dans notre capitale. Alors, je vais vous montrer un autre investissement qui probablement est la conséquence de la corruption que le procureur japonais Tanaka Mawama ne voit jamais. Nous allons faire des prêts sur le marché chez les partenaires, des prêts qu'on va rembourser 20 ans, 30 ans. Voilà la route Kabou-Bassa qu'un de nos compatriotes a publié. Cette route a été faite il y a quelques mois, je pense à peine un an et demi. Voilà déjà l'état de la route. Kabou-Bassa. Kabou-Bassa, je pense que ça doit être une trentaine de kilomètres, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais plus trop. Et cette route, elle a été goudronnée il n'y a pas très longtemps. Voilà dans quel état la route est déjà. Et ça, c'est aussi un prêt qu'on a pris pour faire cette route-là. Et ici, vous voyez très bien que c'est la corruption qui est passée par là. Et l'entreprise qui a réalisé les travaux, le ministère qui a supervisé les travaux, les gens ont pris de l'argent, les gens se sont partagés de l'argent et ils ont fait un travail de moindre qualité. Et la route est déjà en train de de se détériorer. Hein. Tous les pans de la route sont en train de se détacher. Nous sommes entre Kabou et Bassa, une route qui a été faite il n'y a pas très longtemps, 20 km, d'accord, c'est 20 km. Et voilà l'état de la route. Hein. Le goudron est en train de partir de tous les côtés. Et vous voyez très bien que le goudron qui a été posé, non seulement l'épaisseur est l'épaisseur n'est pas relevée, c'est une fine épaisseur, mais voilà. Donc, et ça, le procureur ou la justice ne voit pas les responsables. Personne ne sera poursuivi. Cette dette-là qui a servi à faire cette route-là, nous allons la payer pendant peut-être 20 ans, 30 ans. Et voilà l'état de la route. Et c'est quand même incroyable dans notre pays. Et voilà, donc l'entreprise va se tirer tranquillement, le ministère va se tirer tranquillement, le bureau de contrôle va se tirer tranquillement. Donc les gars, ils se sont partagés les commissions, le peu d'argent qui reste, ils sont allés faire un travail bâclé et la route ne tient même pas, la route ne tient pas du tout. Et la route est en train de partir en lambeaux. Et ça, vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez ça un peu partout dans notre pays. Vous voyez, donc voilà ce qui se passe dans notre pays et c'est vraiment dommage. Donc voilà quelques images que j'ai voulu vous projeter. Je vais donner aussi une autre info rapidement.